Enfin, on peut comprendre quelle est la menace et la peur qui a été celle du gouvernement quand on voit effectivement quelle est l'ampleur massive qu'il a fait de ces armes de destruction massive. Alors nous, c'est une vieille histoire, ça remonte à 2009, l'année où un ami à nous a pris un tir de flashball en pleine tête. Et à partir de là, on a commencé à se renseigner sur les procédures juridiques, entre autres, dont on pouvait disposer pour attaquer. Et c'est là qu'on a rencontré Étienne Noël, notre avocat, qui nous a proposé non pas de porter plainte contre le tireur, mais d'attaquer la responsabilité de l'État devant les tribunaux administratifs. Et c'est à cette occasion-là qu'on a réussi à montrer qu'il y avait la possibilité d'obtenir une indemnisation et de faire reconnaître la responsabilité de l'État. À partir de 2009, on s'est dit effectivement qu'il fallait rencontrer un peu les autres personnes blessées, les autres personnes collectives qui s'étaient organisées. On a rencontré les gens de Nantes, des gens de Montreuil, des gens de Montpellier. Et à la suite de ça, après quelques années, il y a eu la constitution de l'Assemblée des blessés qui regroupait justement les blessés, les familles et les collectifs et qui permettait à la fois de partager les informations juridiques, des conseils médicaux et de permettre à des blessés de se rencontrer, ce qui était assez précieux pour réussir à surmonter l'épreuve dans laquelle ils étaient. Et puis l'Assemblée des blessés, elle est toujours active, elle travaille toujours. Et il y a aussi le collectif Désarmons-les qui a fait un gros travail de recensement et d'information pendant le mouvement des Gilets jaunes. Alors nous, en fait, faut reconnaître qu'on était un peu en dormance au moment où le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, et très rapidement on a vu apparaître cette cascade de mutilations en série, et on a réactivé à peu près ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a fait tourner des informations sur Facebook et sur le net, on a fait tourner des conseils, on a pris contact avec des blessés, et on leur a proposé, s'ils en avaient le désir, de rentrer en contact avec les avocats qu'on proposait. Et en gros, nous, ce qu'on essaie de mettre en avant sur le point de vue juridique en tout cas, c'est l'importance de ce qu'on appelle la double tactique, c'est effectivement porter plainte au pénal contre X pour violence avec arme, mais tout en sachant que ça a peu de chances de réussite, mais qu'il faut quand même le faire pour rendre visible les mutilations et les blessures dont on était victimes, et que c'était aussi des pièces qui pouvaient être versées au dossier pour réussir à faire la procédure au tribunal administratif contre l'État et réussir à obtenir une condamnation. Et donc par la suite une indemnité, et nous ça nous semble plus pertinent d'attaquer l'État. Non seulement c'est la seule chose qui marche, mais en plus presque, parce que les condamnations pénales sont rarissimes, mais elles sont en général simplement symboliques, mais en plus politiquement il nous semble que c'est plus pertinent, parce qu'en dernière instance c'est toujours l'État qui décide de quelles sont les armes dont les policiers ont le droit de se servir, ou les forces de l'ordre, et c'est toujours un ordre auquel les policiers tirent. Donc en dernière instance, derrière les violences policières, c'est d'abord des violences politiques. Alors moi je dirais pas qu'elle est absolument nouvelle, puisque les armes qui ont été, les grenades d'encerclement, les grenades explosives et les LBD ou les flashballs étaient déjà utilisées depuis de nombreuses années, en général essentiellement dans les quartiers populaires immigrés, ou contre les supporters ou les manifestants qui rentraient pas trop dans les clous, comme à la ZAD ou lors d'actions particulières. On avait déjà vu en 2016 avec la loi El Khomri, la contestation de la loi El Khomri, en quelque sorte une banalisation de l'usage de ces armes sous François Hollande, et avec déjà une augmentation du nombre de blessures. Ce qu'il y a d'un peu nouveau avec les Gilets jaunes, c'est l'usage massif et industriel, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un processus qui est celui de la militarisation du maintien de l'ordre, mais cette fois-ci effectivement c'est une violence qui est industrielle, dans la mesure où effectivement il y a eu pendant de nombreux samedis des dizaines et des dizaines de blessés, avec un usage absolument
comment dire, décomplexé de ces armes de mutilation massive. C'est donc ce qui est un peu d'inédit, c'est de voir. Enfin, on peut comprendre quelle est la menace et la peur qui a été celle du gouvernement quand on voit effectivement quelle est l'ampleur massive qu'il a fait de ces armes de destruction massive. La suite nous dira si effectivement ça a suffi pour faire taire cette révolte ou ça l'a juste calmé un temps.